Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette rencontre-là avec vous qui a vraiment comme objectif de vous présenter Société inclusive, mais plus spécifiquement la recherche participative, puis qu'est-ce que ça peut faire pour les organismes communautaires. Avant de commencer plus en profondeur, je vais me présenter. Moi, c'est Nathalie Gordon. Je vois qu'il y a plusieurs visages connus autour de la table. Il y en a quelques-uns moins connus. Euh, Ça me fait plaisir pour les personnes que je connais pas. Donc, moi, je viens du milieu communautaire aussi. J'ai été directrice générale pendant une dizaine d'années dans un organisme communautaire. Fait que je connais bien les enjeux associés à la direction d'organismes communautaires. Puis aussi, je dirais ça comme ça, peut-être des fois des idées préconçues qu'on peut avoir envers la recherche. Fait un des objectifs, c'est de venir un petit peu répondre à vos questionnements, à vos questions, puis faire le pont, puis démystifier un petit peu comment ça se passe pour les personnes que c'est encore un point d'interrogation. Je sais que moi, quand j'étais dans ces bottines-là, ça va tellement vite, la vie dans un OBNL, les services, la clientèle, les demandes de subventions, les redditions de comptes et compagnie, que là, ajouter un pôle de plus de recherche, mais non, ça se peut juste pas. Fait que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de venir vous dire c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les avantages que ça peut avoir sur tous vos autres aspects, dans le fond, un peu plus organisationnels de votre quotidien, parce qu'il y a des avantages à tout ça. Donc, moi, ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis à Société inclusive. Donc, mon rôle, là, c'est agente de concertation intersectorielle. Ça, c'est pour faire la facilitation, dans le fond, entre le milieu communautaire et le milieu de la recherche, là, de tisser des ponts entre les deux. Je vais vous présenter plus amplement dans quelques minutes. Sinon, je vous présente mes collègues aussi là, qui sont autour de l'écran avec moi, Jessica Veillet. Bonjour. Jessica va prendre la parole un petit peu plus tard là, dans la présentation. Et ma collègue Josée qui s'est occupée là, du Zoom, qui est aux communications et qui fait des tâches très importantes d'adjointe administrative et qui nous donne un bon soutien au niveau de tout le visuel et des communications. Donc, c'est un petit peu la mise en contexte. Fait que bienvenue, on va faire ça vraiment de façon informelle. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Il va y avoir une période d'échange aussi à la fin. Donc, c'est vraiment, là, ça se veut une petite rencontre où on discute, on parle de recherche participative, puis on essaie de voir comment ça peut vous aider là, dans votre organisme. Le déroulement, le menu de ce qu'on vous propose, c'est une petite présentation de société inclusive. On va ouvrir les micros pour être capable de discuter, avoir une période de questions, d'échange. On a Roxane Périnet-Lacroix, qui est directrice. Là, Roxane, précise ton rôle parce que j'ai oublié. Je sais qu'il y a trois autres mots à ton titre. Sans souci. Donc, je suis directrice de l'administration et de l'innovation chez Adaptavie. Merci beaucoup. Donc, elle va venir nous partager un peu son expérience parce que Roxane a participé à plusieurs projets de recherche participative qui ont été financés à Société inclusive et avec d'autres organismes aussi. Donc, elle va venir nous éclairer un petit peu là, sur l'enrichissement et son parcours. Ensuite de ça, il va y avoir une autre période de questions si jamais il y en a. Ça serait intéressant. Et on va vous faire une petite conclusion là, sur les prochaines étapes s'il y a des choses qui pourraient vous interpeller. Donc, société inclusive, j'aime beaucoup notre petite image ici. Qu'est-ce que c'est? Ben, notre mission, l'objectif de Société inclusive, c'est vraiment de rassembler, de mobiliser les forces du communautaire et de la recherche afin de développer des projets de recherche participative intersectoriels qui sont innovants. Je préciserai un peu plus qu'est-ce que c'est tantôt intersectoriel, innovant, mais notre but ultime, c'est de créer des environnements qui physiques et sociaux aussi, qui sont plus inclusifs pour des personnes qui ont des incapacités et ça de tous les âges. Donc, on est vraiment au sens large, tout type d'incapacité. On veut vraiment améliorer l'inclusion sociale. Avec nos objectifs, ben, on veut éliminer les obstacles. On veut travailler en collaboration avec vous, d'où la raison de faire ce webinaire-là aussi, c'est d'apprendre à vous connaître. Nous, on aime vraiment ça. Quand les organismes nous écrivent un courriel, nous appellent, nous interpellent avec des enjeux, des problématiques,
Donc, on veut vraiment connaître vos priorités, puis on veut travailler en étroite collaboration avec vous parce que c'est de, c'est vous qui êtes collés au terrain, puis qui avez l'expertise, puis connaissance, dans le fond, là, des défis, puis des enjeux vécus par les personnes qui vivent avec des incapacités. On veut vraiment collaborer de plus en plus avec vous. On veut toucher le plus grand nombre de personnes possible qui vivent avec des incapacités de tous âges. Quand je dis tout type d'incapacité, là, ça peut être vraiment déficience intellectuelle, autisme, déficience motrice, neurodiversité, des incapacités qui sont reliées au vieillissement, des diagnostics associés à des problèmes de santé mentale, des déficiences sensorielles, des personnes qui ont des multi-handicaps. Donc, c'est vraiment tout type de handicap. Ce qu'on veut aussi, c'est mutualiser les expertises. Fait qu'on a des partenariats avec plusieurs centres et réseaux de recherche. Puis, ce qu'on vise à faire, c'est promouvoir une approche de santé durable pour l'inclusion. Je vous disais donc, ça, c'est tous les types d'incapacités soutenues. J'aimais bien le petit dessin ici, je trouvais ça très, très mignon. Notre vision, ben, globalement, ce qu'on veut ultimement, c'est bâtir une société où chaque personne, indépendamment de ses capacités, de son âge, trouve sa place dans des environnements physiques et sociaux qui sont adaptés puis accessibles. Puis on veut, nous, comme plateforme, devenir un incontournable en matière de recherche participative. C'est quoi nos services? Grosso modo, là, on a trois choses qu'on fait. La première, c'est qu'on organise, comme aujourd'hui, des activités, des webinaires, des activités de maillage pour mettre en lien les OBNL et les chercheurs. On essaie de trouver des thématiques, d'être différents moyens créatifs pour vous mettre en contact pour qu'on puisse réseauter, se parler, construire des projets. Le deuxième volet, qui est vraiment intéressant aussi, c'est tout ce qui est financer des appels à projets, donc financer des projets de recherche participative. Euh, je vous annonce, je vais en parler en détail tantôt, mais un projet, on peut aller chercher jusqu'à un 35 000, dont 10 000 revient à l'organisme. Fait que ça, c'est une force de société inclusive de dire, ben, oui, on veut que vous autres, les organismes, vous arrivez avec vos besoins, avec vos enjeux, vos priorités, mais on est conscient que la réalité étant ce qu'elle est, tout le monde manque de temps. Puis c'est pas facile de s'impliquer puis de dégager des ressources humaines à participer à, à différents mandats s'il n'y a pas les sous qui viennent avec. Puis on sait que dans les organismes communautaires, on n'est pas en surplus financier la plupart du temps. Des fois, ça l'arrive, tant mieux, mais la plupart du temps, c'est plus difficile. Fait que nous, on offre une obligation, dans le fond, de payer l'implication de l'OBNL pour un minimum de 10 000. Des fois, dans certaines équipes, c'est plus. Des fois, c'est 10 000. Des fois, c'est vraiment à construire avec les gens de l'équipe. Et le troisième service, dans le fond, une fois que ces connaissances-là sont faites, que le projet de recherche a eu des résultats, a produit des initiatives, a trouvé des solutions, bien, on veut aider à ce que les organismes puis les autres personnes puissent bien connaître c'est quoi ces données-là, cette réalité-là, cette innovation-là. Fait qu'on on fait du transfert de connaissances, de la mobilisation de connaissances aussi. Un petit portrait rapide là, pour vous donner des statistiques. On existe depuis 2017. On a financé 63 projets de recherche. Dans ces 63-là, il y a toujours un OBNL, partenaire principal, qui est impliqué, puis qui a reçu un minimum de 10 000 On a fait jusqu'à maintenant un peu plus de 55 activités de maillage. On a en tout dans notre réseau, dans notre communauté, 117 organismes impliqués, un peu plus. Et au niveau des chercheurs, on en a 207 environ. Ici, ma petite bulle, c'est avec le financement qu'on a donné, avec le 35 000 qu'on a donné, on a comptabilisé que chacun de ces 63 projets-là ont été capables d'aller chercher du financement supplémentaire de ce que a donné Société inclusive. Puis on a comptabilisé un 63 000. Pas 63 000, un 3 millions. C'est quand même beaucoup. C'est comme une grosse différence. Où ça vient cet argent-là, dans le fond, c'est des fois, c'est des chercheurs qui vont aller chercher des CRSH de
de 80, 100 000. Des fois, c'est les OBNL qui vont refaire une demande de financement pour développer un volet un petit peu plus approfondi, qui vont aller chercher une subvention de 60, 65 000 avec les données obtenues qui donnent une plus grande crédibilité à l'organisme, qui facilite la recherche de financement ultérieur. Donc, toutes ces sommes-là viennent un peu partout graviter autour là, du budget qu'on a donné. Fait que c'est quand même super intéressant comme chiffre. Là. Ça montre à quel point, avec une petite somme, on peut euh, grandir cet argent-là. Société inclusive, qu'est-ce qu'on est? Je vous le disais un petit peu tantôt, on mutualise certaines expertises. Ça, c'est tous les centres de recherche là, qui sont associés. Donc, on a le CRIR, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, le CIRIS qui est à Québec, Inter qui est plus en technologie. On a le réseau ici des communautés rurales et éloignées en santé. On a le réseau de recherche en santé de la vision, le réseau québécois de recherche sur le vieillissement et le réseau pour transformer les soins en autisme. On est provincial, hein? Donc on n'est pas juste situé à Montréal, pas juste situé à Québec. On essaie de couvrir toute la province, incluant les régions. On essaie de développer davantage. Donc c'est vraiment une plateforme là, à travers le Québec. Notre petite binette, c'est qui est Société inclusive par les joueurs. On a deux co-directeurs scientifiques qui sont Philippe Archambault et François Routier. Et on est trois personnes là, au niveau de l'équipe exécutive. Donc, moi, Nathalie Gordune, moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est lancer l'appel à projet, accompagner les équipes, faire les budgets, aider aux trucs administratifs. Ma collègue Jessica va prendre le relais au niveau de tout ce qui est, un coup que le projet est financé, tous les suivis, les rapports de mi-mandat, puis qu'est-ce qu'on fait avec les connaissances qui sont produites, comment on peut les valoriser, comment on peut les mobiliser, comment on peut faire en sorte qu'ils soient utilisés par les milieux qui en ont besoin. Et José, dans le fond, comme je vous disais tantôt, là, qui nous donne un bon coup de main sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, on vous encourage fortement là, à aller vous abonner, nous suivre. Il y a des choses intéressantes aussi. Puis bientôt, on va vous partager là, une infolettre qui va vous inviter, si vous le souhaitez, à devenir, à faire partie de notre communauté de membres partenaires là, pour qu'on reste connectés ensemble. Donc, ça sera une invitation qui viendra sous peu. Euh, les événements à venir, je pense que c'est ici, Jessica, hein, que je t'ai laissé la parole. Oui, ben oui, un petit moment là, pour vous parler des événements qu'on organise pour accompagner les équipes qui développent des projets en cours de route, puis aussi à la fin là, pour la mobilisation des connaissances. Donc là, ce que vous voyez, on a des webinaires qui sont plus en mode formation, partage c'est ça, de connaissances et du réseautage en ligne pour faire du maillage avec les besoins puis la communauté de la recherche. Puis le rayonnement aussi de projets là, qui sont terminés puis qu'on veut faire connaître au plus grand nombre. Fait que là, vous voyez à gauche, il y a une formation pour les équipes qui sont financées, de les accompagner à travailler leurs projets pour prévoir la mobilisation des connaissances en amont. Ensuite, le 23 avril, il y a un webinaire vraiment d'information à tous là, sur une méthodologie de recherche participative, sur l'évaluation, puis le rôle des communautés pour adopter la solution qui est développée. Parce que c'est pas juste de faire le projet, après ça, c'est comment le rendre périn dans le temps. Voilà. Puis vous voyez les dates à l'écran. Puis si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir le moment de vous inscrire. Et le 25 et le 26 septembre, c'est notre forum annuel encore là qui est ouvert à tous là, pour un partage entre les gens des équipes des projets, ceux qui sont intéressés à développer des nouveaux projets. Fait que, stay tuned. Je redonne la parole, Nathalie. C'est un événement vraiment intéressant, le forum annuel. Souvent, les organismes qui me disent c'est que c'est des bons moments pour avoir des contacts avec des chercheurs plus en présence. Puis souvent, le lunch, c'est bien bon, puis c'est bien agréable. Puis c'est gratuit, fait que c'est intéressant. Les appels à projets, je suis rendue au clou du spectacle. Dans le fond, qu'est-ce que c'est les appels à projets de société inclusive? C'est que nous, on veut partir de vos besoins. On oblige, entre guillemets, les équipes de recherche
de valider, de regarder avec les organismes c'est quoi les besoins, puis de partir de ces enjeux-là, de ces priorités-là pour construire leur question de recherche. Donc, vous êtes la base, vous êtes important, c'est vraiment, puis souvent, on ne sait pas trop c'est quoi nos besoins, qu'est-ce qui a déjà été fait. Fait que l'idée, c'est vraiment, soit vous nous contactez avec ah, moi, il se passe ça là, dans mon organisme, je ne suis pas trop sûre, j'aimerais ça, avoir un portrait plus réel de c'est quoi les besoins des personnes qui vivent avec un AVC en termes de budget. Ça peut être peu importe, ça peut être flou, puis nous, on vous aide à préciser votre questionnement. Puis, souvent, quand on vous met en contact avec les chercheurs, ils vont aussi apporter leurs connaissances plus théoriques, académiques, puis vont vous donner des éléments d'information que peut-être que vous n'aviez pas, puis ensemble, vous construisez la question de recherche, puis surtout, vous nommez qu'est-ce que vous avez besoin. Et moi, par exemple, pour améliorer ma pratique, là, si j'aurais une formation sur comment rendre des services adaptés plus faciles en loisirs, ben, ça nous aiderait pour former notre personnel. Ça peut être ça, ça peut être toutes sortes de choses là, qui partent de vos besoins. Fait que c'est la base de l'appel à projet. Concrètement, c'est quoi? C'est 35 000. C'est un concours. Hein? Fait qu'on on fait un projet, on soumet un projet. Il y a une évaluation qui se passe, puis par concours, il y a 6 projets qui sont retenus. On veut qu'il y ait des gens qui ont du savoir expérientiel qui soient impliqués. Fait que vos membres, vos gens qui participent à vos activités ont toute une connaissance qui est importante. Vous amenez la connaissance professionnelle, les enjeux, mais la connaissance intérieure du vécu d'expérience est importante aussi pour couvrir des angles morts. C'est un projet de 12 à 18 mois. Puis recherche participative, ça veut dire tout simplement que c'est fait en collaboration à toutes les étapes avec l'organisme. Qu'est-ce qu'on veut? On veut produire des changements concrets dans la vie des personnes qui ont des incapacités. On veut mettre en œuvre des solutions qui permettent de diminuer les obstacles dans la réalisation des habitudes de vie. Comment on fait pour soumettre un projet? Bien, il faut qu'on se constitue une équipe intersectorielle. C'est là que notre expertise rentre en ligne de compte, puis c'est là qu'on peut vous aider. Nous, on appelle ça des jumelages. Donc, on part des besoins des OBNL, puis on regarde dans notre réseau quel chercheur pourrait être intéressé à venir répondre à ce besoin-là. Pour vous donner une date, là, une date fixe, le 31 mars, c'est la date de dépôt de notre prochain appel à projet. Mais il y en a un autre en septembre, en octobre, fin octobre, début novembre. La date n'est pas arrêtée définitivement encore. Et il va y en avoir un autre en mars aussi, 2026. Donc, on en a 2 par année. C'est quelque chose d'intéressant à savoir parce que les jumelages, ça prend quand même du temps à réaliser. Il faut prendre le temps de parler aux chercheurs, de s'arrimer, de discuter, de cibler les besoins, de construire quelque chose là, en équipe. J'ai le goût de vous partager pour que ça soit encore plus concret pour vous donner une idée, des exemples de jumelage qui sont actifs. Ça veut dire que c'est vraiment des chercheurs qui me disent, ben moi, là, j'ai une expertise, puis j'ai le goût de la mettre au service de la communauté, puis voici comment je peux aider. On a une chercheuse qui s'appelle Tania Carpentier, qui, elle, souhaite travailler en lien avec l'inclusion scolaire et sociale des jeunes en difficulté. Elle, son expertise au niveau des relations, communication, développement socio-émotionnel et pratiques collaboratives efficaces. Tous les jeunes qui ont des difficultés d'intégrer des camps de jour, le scolaire, au niveau de la communication, si jamais vous avez des besoins, vous gravitez autour de ça. Peut-être que ça pourrait être intéressant là, de discuter avec Tania. Je peux vous mettre en contact. Elle a vraiment ses services. Elle n'a pas d'idée en tête. Elle veut vraiment partir d'un besoin d'un OBNL pour mettre son expertise à profit. On a aussi l'organisme StopMed. Il y a Chloé Grenier. Je pense qu'il y a eu une faute de frappe ici, qui, elle, cherche des organismes au BNL qui souhaitent travailler, développer des outils de réalité virtuelle et augmentée pour réduire l'anxiété et faciliter l'adaptation là, des enfants qui vivent avec un TSA. Encore là, si vous êtes avec une clientèle comme ça, puis que ça vous parle, puis que vous auriez un petit intérêt là, à discuter avec Chloé, on peut vous mettre
en contact. Fait que ça, c'est des jumelages qui sont actifs, qui sont en recherche. Je vous donne un exemple là, de jumelages qui ont été réalisés. Donc, la FICAM, dans le fond, c'est le Festival international du cinéma accessible métropolitain, était à la collabore avec Kéroul, puis eux étaient à la recherche d'une équipe de chercheurs pour faire une cartographie des salles accessibles au Québec, pour promouvoir l'accès à la culture pour les personnes de la diversité capacitaire. Donc, on les a mis, société inclusive, en contact avec un chercheur. Et là, ils sont en train de développer un projet de recherche là, qui vont déposer à l'appel à projet là, en cours actuellement. Un autre exemple, puis ça, c'est un exemple intéressant, c'est un jumelage qu'on a fait au concours dernier et dont le projet a été financé. Là, je vous donne une petite primeur parce que ce n'est pas encore dévoilé, là, les lauréats du concours 10 de cette année. Mais c'est la Maison des Jeunes qui nous a approchés avec un besoin. Eux, ils avaient le goût d'intégrer à leur clientèle des personnes avec des diagnostics de TSA. Ils ne savaient pas comment. Fait qu'ils se sont mis en contact avec une équipe de chercheurs et ils ont développé un projet pour faciliter l'intégration des jeunes avec un TSA dans les activités régulières de la Maison des Jeunes. Donc, c'est vraiment un projet coup de cœur et ils ont obtenu le financement là, à ce concours-ci. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, tout ça pour dire que les jumelages, des fois, ça peut porter fruit, là, et tout ça. Puis, un autre, pour vous donner une idée, dans le fond, on avait là, le regroupement des organismes des personnes handicapées de la région de Chaudière-Appalaches qui, eux, voulaient améliorer leur intervention à la réalité des personnes sourdes et malentendantes. Donc, ça, celui-là, je ne me souviens pas si ça s'est concrétisé ou non, mais c'est un exemple de besoin là, qui peut être mis de l'avant comme ça. Il y a toutes sortes de projets aussi qui sont financés. Je vous invite à aller voir notre page Internet. Ça va vous donner une idée du genre de projet qui a été financé. Ce n'est pas limitatif, dans le sens que vous pouvez sortir de la bulle, mais ça vous donne une bonne idée. Là, je vous ai mis quelques titres ici. Tout est détaillé sur le site Internet. Fait que je vous ai comme fait un topo très rapide de qu'est-ce qui était société inclusive. J'espère que je ne vous ai pas trop étourdi. J'ai parlé vite un petit peu. Mais ça serait à vous, peut-être par main levée, si jamais il y a des questions, des réactions, des commentaires. Voilà. Oui, Simon. Est-ce qu'on dit Simon? Lévi, c'est bon. Lévi, Oui. parfait. Excuse-moi. Euh, donc, en fait, j'aurais une question Oui. sur à quel point on peut être un peu spécifique sur le type de projet qu'on cherche justement à faire créer. C'est-à-dire, moi et un partenaire de la Fédération québécoise de l'autisme, on avait une idée d'un projet de recherche qu'on aimerait faire concernant les fiches d'évaluation des capacités parentales utilisées par la DPJ, où on voudrait en fait faire une évaluation, un projet de recherche sur comment ces fiches-là devraient être adaptées pour être capable de bien évaluer les parents qui sont dans une situation de handicap, que ce soit TSA, déficience intellectuelle ou déficience physique. Et Mhm. c'est quand même très spécifique et je me demandais justement si on peut vraiment avoir un projet un peu où on a déjà vraiment le projet en tête et être matché un peu avec une équipe de chercheurs qui serait intéressée à le faire, mais vraiment c'est un projet qu'on a déjà en tête un peu monté, si je peux dire, ce à quoi ça ressemblerait et ça serait quoi les buts, les objectifs, tout ça. Je voulais savoir si vraiment on peut avoir un peu déjà formé ce projet-là et simplement trouver une équipe qui serait prête à reprendre ce projet-là et à le faire avec nous, ou s'il faut vraiment plutôt avoir un intérêt général dans un sujet et après ça, être matché avec une équipe de chercheurs qui va peut-être l'adapter à ce qu'eux, ils veulent faire un peu plus au niveau de la recherche. La réponse courte, Lévi, c'est oui. Ça peut être très, très, très spécifique, comme l'exemple de la maison des jeunes quartiers. Je m'excuse, j'ai un blanc. Eux, il y avait une idée en tête très spécifique, un projet monté, puis on trouvait une équipe de chercheurs. Fait que oui, c'est possible. Nous, on va vraiment se mettre à la recherche d'une équipe de chercheurs, chercheuses orientées là-dessus. Maintenant, des fois, des chercheurs peuvent dire, ben, ce projet-là a déjà été fait, voici de la littérature, voici, puis ils peuvent peut-être vous amener à préciser certains points selon leur expertise, mais c'est Mhm. très bien d'avoir un projet déjà monté. L'autre cas de figure est vrai aussi. On peut avoir juste des besoins généraux
et pas trop savoir puis trouver une équipe. Mais dans les deux cas, là, c'est tout à fait admissible là, pour construire un, un projet de recherche. Fait que, oui, tout à fait. La seule chose qu'il faut se garder en tête, c'est que ça prend du temps, hein. Souvent, à ce stade-ci, 27 février, déposé 31 mars, c'est quand même serré comme délai, là. Fait que, tu sais, c'est à chaque équipe de voir là, si ça se peut ou pas, là, mais c'est ça. Fait que, mais oui, pour répondre à ta question, absolument, là. C'est même très bien, très encouragé. Carole, Oui, bonjour, Carole bonjour. Dozo du CATAC pour le trouble d'accumulation compulsive. En fait, vous avez donné quelques exemples. Je voulais voir au niveau des organismes plus en santé mentale, est-ce qu'un exemple de recherche pourrait être d'évaluer l'efficacité ou les retombées d'intervention sur justement l'amélioration des conditions de vie des personnes? Je pense par exemple à un groupe qui soutient les personnes dans le désencombrement de leur logement, puis dans l'amélioration de leur connaissance du trouble d'accumulation compulsive. Est-ce que ce groupe-là pourrait se voir évalué par un chercheur? Est-ce que ça fait partie du genre de recherche qui est mené? Donc, puis j'avais une deuxième question aussi, mais je ne sais pas si... Ben, je réponds à celle-ci, puis tu poses ton autre par la suite. oui, Merci pour ta question, Carole. C'est pas évident de te répondre dans le sens que diagnostic en santé mentale, c'est considéré comme une incapacité. Maintenant, un critère qui est nouveau depuis l'appel à projet 11, c'est que les chercheurs qui constituent l'équipe doivent être associés à l'un de nos réseaux partenaires, puis on n'a pas de réseau santé mentale autour de la table. Fait il faut peut-être trouver une espèce de combinaison qui peut fonctionner. C'est pas impossible, mais il y a ce critère-là à respecter, là. Fait que d'emblée, la réponse, c'est que l'enjeu diagnostic santé mentale qui cause des incapacités à la personne, oui, c'est admissible, mais il y a cette contrainte-là au niveau de l'équipe qui soit membre d'un réseau là, associé à Société inclusive. Ça, on n'a pas le choix, là. Mais tu sais, c'est possible de faire une demande d'adhésion. Mais tu sais, ça, si tu veux, on pourrait s'en parler peut-être plus de façon privée, puis aller voir, explorer, là, c'est quoi qui pourrait être fait comme lien, parce qu'il y a des possibilités là, de faire des liens. OK. Oui, merci beaucoup pour la proposition. Puis ma deuxième question, c'était lorsque vous disiez que ça prend un certain délai pour pouvoir réaliser le maillage, est-ce que ce maillage-là avec le chercheur doit être fait avant le dépôt de l'appel à projet ou ça se fait après? Ça se fait avant parce que OK, le projet est construit ensemble. Donc, tu sais, OK, disons comme Lévi, on arrive avec un projet déjà monté, le chercheur va le lire, va ajouter des choses, va faire des... Mais dans un autre cas de figure où il y a le montant, le projet n'est pas construit, mais là, l'organisme et l'équipe chercheur et la personne avec le savoir expérientiel vont s'asseoir ensemble, vont discuter de c'est quoi la meilleure méthodologie à adopter pour répondre à la question de recherche, aux besoins de l'organisme. Fait qu'il y a quand même un travail, puis avec les agendas chargés des OBNL et des chercheurs, mais des fois, on a besoin de se donner un petit peu d'espace là, pour être capable de bien travailler ensemble. merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on serait rendu au témoignage de Roxane qui va nous mettre la table sur quelque chose d'un peu plus concret. On t'écoute, Roxane, merci. Donc, je m'excuse à l'avance. J'imagine, comme plusieurs d'entre vous, là, j'ai un petit virus présentement, donc j'ai une petite toux, mais ça ne devrait pas altérer mon discours. Donc, brièvement et en toute humilité, je vais vous parler des projets de recherche qu'on a menés à l'intérieur de notre organisme. Donc, c'est sûr que pour nous, on a eu en fait plusieurs bénéfices à commencer à faire de la recherche partenariale. Ça a commencé avec un besoin. Ça faisait très, très, très longtemps que nous, on avait des kinésiologues qui accueillaient des gens qui venaient faire de la kinésiologie. Puis, dans le cursus scolaire de nos kinésiologues, on avait très, très peu d'enseignements sur tout ce qui était... Oh, parler plus proche du micro, oui, d'accord.
Donc, on avait très peu d'enseignements ou très peu accès à la littérature qui nous permettait de vraiment bien accompagner les gens qui étaient en situation de handicap. Donc, on a rencontré une chercheure à l'époque et on a démarré un projet de recherche partenariale qui nous a amené vraiment à en faire plusieurs. Donc, on est parti d'un besoin à l'interne, puis ça nous a amené vraiment plusieurs bénéfices. Donc, pourquoi on ferait partie d'une recherche partenariale? Bien, acquérir de nouvelles connaissances, produire des innovations, optimiser ses services et ses outils. Donc, dans l'exemple qu'on parle, bien, nous, on avait vraiment un très grand trou de connaissances. Donc, même si on était à l'intérieur de l'Institut de réadaptation, on allait rencontrer les équipes multidisciplinaires, on essayait de comprendre comment eux, ils faisaient faire la prescription, parce que c'est sûr qu'on n'entraîne pas une personne sans incapacité de la même façon qu'on accompagne quelqu'un qui a une lésion à la moelle épinière, mais on n'avait pas accès à vraiment la donnée. Donc, en ayant ce projet de recherche partenariale-là, on a été capable d'avoir accès à plein de données, à plein de connaissances. Donc, ça nous a vraiment permis d'améliorer la connaissance de plusieurs de nos intervenants, de construire des nouveaux outils. Donc, on s'est construit un guide et on a même construit par la suite des formations interactives pour être sûr que nos gens soient en mesure d'avoir la bonne connaissance pour encadrer nos membres de façon optimale. Mutualiser les connaissances et développer l'engagement des personnes bénéficiaires des services. Donc, on a parlé que Société inclusive demandait à nos membres d'être partie prenante. Donc, ça a été vraiment un très beau regard, dans le fond, vers leurs besoins. Plusieurs de nos nouveaux projets partent de besoins qui ont été mentionnés de nos membres. Hein, des fois, nous, on a une perception, on est dans l'administration, on veut améliorer certaines sphères, puis là, il y a un besoin qui vient vraiment des gens dans leur réalité, puis ça nous donne un regard qui est très près et surtout, lorsqu'ils sont engagés dans le projet, ben, l'implantation se fait presque de manière naturelle. Donc, c'est vraiment une situation qui est gagnant, gagnant, gagnant. Donc, tout le monde est gagnant dans ce genre de partenariat-là. Élargir son réseau et travailler avec des nouveaux collaborateurs. Donc, ça, on l'a vu beaucoup. Des fois, on dit, ah, ben oui, on aurait une question de recherche, ça serait super pertinent, ça viendrait vraiment répondre à un besoin. On commence, puis finalement, on se rend compte que, ah, il y a déjà quelqu'un qui le fait. Ah, puis il y a vraiment des bonnes innovations, il y a des projets qui sont vraiment super bien développés. Donc, ça nous a permis de pas tout faire par nous, c'est pour nous, mais vraiment de s'ouvrir sur un monde de possibilités, de collaborer avec des gens qui l'avaient fait, de comprendre comment eux, ils l'avaient fait, comment nous, on pourrait utiliser déjà ce qui est tout fait, puis venir l'implanter, comment maintenant on va devenir une espèce de réseau de partenaires pour faire évoluer l'innovation et qu'elle perdure dans le temps. Donc, c'est vraiment des beaux avantages. Le rôle de l'organisme quand on se lance dans cette belle aventure. Donc, je vous encourage fortement à avoir des discussions franches sur les livrables souhaités. Qu'est-ce qu'on souhaite au bout de cette activité-là? Est-ce que je souhaite avoir un guide? Je veux avoir une grille? Si, par exemple, je veux avoir une grille, je souhaite qu'elle soit utilisée par qui? Puis est-ce que les personnes qui utiliseront la grille font partie de mon comité pour être sûr que je n'arrive pas avec un outil qui ne pourra pas vivre? Donc, c'est vraiment un très grand travail d'équipe où il faut qu'on place le rôle et les attentes pour chacun. Mais une fois que tout ça est clair, bien, ça devient très, très puissant comme moteur parce que là, on a vraiment de l'expertise de part et d'autre, puis on permet d'avoir la meilleure solution adaptée pour répondre à nos besoins. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui est important à aborder, c'est si on produit quelque chose, comment on va s'entendre pour utiliser ce produit-là une fois qu'il va être prêt. Donc, ça, c'est bien de le savoir dès le départ. Donc, ça nous permet de maintenir des bons liens et un bon partenariat. Une autre chose que l'organisme doit faire, bien, comme Société inclusive demande qu'il y ait une partie qui revienne à l'organisme doit libérer du temps pour participer activement aux différentes étapes de recherche. Puis, le plus vous allez faire l'activité ensemble et de façon vraiment comme une équipe, le plus vous allez arriver avec un résultat qui va vous convenir et qui va être applicable dans votre besoin. Donc, si vous participez à une recherche partenariale puis vous vous parlez 3 fois dans tout le processus, fort probable que lorsqu'on va arriver avec le résultat à la fin, ça ne vous plaira pas à 100 parce que vous n'aurez pas eu assez d'interaction pour être capable d'influencer
comment l'outil ou comment l'innovation sera offerte. Donc, c'est vraiment important de libérer du temps, de s'impliquer, de ne pas avoir peur vraiment d'avoir des échanges sur qu'est-ce que vous voulez puis pourquoi vous souhaitez que ça soit comme ça. Puis, ben, un autre rôle qui est très important, c'est d'assurer la pérennité et la poursuite des actions après un projet de recherche. Donc, le chercheur, lui, le chercheur, son équipe, ses étudiants, ils vont produire vraiment beaucoup d'outils, mais pour que ça vive, ben, ça prend vraiment une structure après dans la communauté qui va le porter. Puis, un peu comme j'ai dit tantôt, moi, je peux le porter à l'interne, mais si je sens que ça peut être bon pour une autre organisation, ben, je peux également le partager avec une autre organisation. Donc, c'est un petit investissement qui peut devenir très, très, très rentable et qui peut permettre d'avoir un plus gros impact dans notre communauté. Je serai rendue à la prochaine diapo. Ah, merci. Donc, les bénéfices observés, bien, c'est sûr que si, par exemple, je parle de mon premier projet de recherche partenariale où je suis capable d'aller chercher de la connaissance, d'offrir une formation continue à mes professionnels, ben, j'ai vu une augmentation de la qualité de mes services offerts. Puis là, ben, c'est de la satisfaction de plusieurs parts. Je sais que mes membres maintenant ont un service de meilleure qualité, mais les gens que j'emploie, les employés chez Adaptavie, sont maintenant aussi reconnaissants parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont accès à une formation presque sur mesure qui a été faite pour venir bonifier leur connaissance. Donc, c'est souvent, ça permet une augmentation vraiment à plusieurs points de vue dans une organisation. Ouais, ben, j'ai fait 2 points en un, une augmentation de la qualité des services et une augmentation de la connaissance. Une augmentation aussi de l'engagement. Donc, quand les gens font partie du processus, donc on a un besoin ou un obstacle, puis on fait partie du processus pour créer une innovation qui va venir nous permettre d'outrepasser cet obstacle-là, ben, les gens, après, ils vont être très enclins à l'adopter puisqu'ils auront fait partie du processus et ça va leur convenir, l'outil qu'on va leur proposer. Même chose pour les membres, dans le fond, ou les gens qui vont être interpellés, dans le fond, dans le comité ou qui vont venir faire de la rétroaction sur le projet, bien, eux, ils vont être très satisfaits parce qu'on arrive avec une solution d'un problème qu'eux-mêmes ont partagé puis ils ne savaient pas trop par quel bout prendre ça. Donc, vraiment, je dirais que tous les parties prenantes peuvent être satisfaits puis peuvent être très, très mobilisés dans un projet de recherche partenariale. Puis finalement, ben, on arrive avec des solutions innovantes pour répondre à des besoins concrets dans un organisme, de ses membres, de son milieu. Donc, c'est encore une fois une situation où tout le monde se retrouve gagnant. Donc, je vous ai fait quelques petits, dans le fond, des exemples de projets nous, on a menés dans le cadre dans le fond, certains dans le cadre de l'appel à projet de société inclusive, mais certains dans le cadre de d'autres appels. Donc, j'en ai parlé. Le premier projet qui a été vraiment charnière pour nous, où on a appris à faire de la recherche partenariale, ça a été la création de notre guide de prescription adaptée pour avoir accès aux données probantes, puis être capable justement de mieux accueillir et de mieux encadrer la kinésiologie pour les personnes qui avaient des incapacités. De ça, on a eu un volume 2 où on a créé des formations interactives. Ça, c'est extrêmement puissant puisque j'ai à la fois mon guide et j'ai à la fois des formations interactives qui sont autoportantes. Donc, nous, on avait un enjeu de roulement de personnel. Je ne pouvais pas être tout le temps 100% disponible juste sur la formation. Donc là, j'ai une solution qui me permet de permettre à mes gens de venir chercher des connaissances sans que moi, je sois toujours impliquée dans leur formation. Donc ça, c'était vraiment un bon coup. Création d'une structure de laboratoire vivant et d'un portail du savoir. Donc, ça, c'est le dernier de nos très grands projets. Donc, maintenant, on a un laboratoire vivant. Et ce que je trouve super intéressant dans le laboratoire maintenant, c'est que tout le monde se sent impliqué et a un intérêt pour la recherche. Donc, ça fait tellement longtemps qu'on sollicite les gens sur ben, tu devrais donner ton avis là-dessus. Est-ce que tu veux participer à telle étude? Donc là, maintenant, on a beaucoup de nos membres qui viennent avec leurs besoins, avec leurs idées. Donc là, on sent que vraiment, ben, tous les parties peuvent être prenantes du laboratoire vivant, puis on peut vraiment ensemble réfléchir à des solutions qui sont meilleures pour tout le monde. Puis, ben, on désire ou on est en train de développer un portail du savoir où ce qu'on crée, ben, on aimerait que les gens puissent le retrouver et que ça soit facile d'utilisation, que ça soit accessible. Puis là, on parle vraiment plus d'outils
C'est pas juste les écrits scientifiques, c'est très pertinent et c'est très bon, mais on veut aussi partager tous nos outils de transfert de connaissances parce que si ça a été bon pour nous, il y a forte chance que ça peut être bon pour une tierce partie. Donc, on est en train de mettre ça en place. Et un dernier exemple, puis celui-là, il est très surprenant, c'est la co-création de jeux de réalité virtuelle de stimulation des habiletés motrices fondamentales. Donc, c'est très loin de notre culture. Dans le fond, nous, tu sais, c'est une culture qui est très sociale, très communautaire, et c'est un chercheur qui nous a proposé ça. Dire, ben, est-ce que tu penses que ça pourrait tu sais, répondre à un certain intérêt? Au départ, nous, on avait vu ça comme une solution pour offrir plus d'intensité à certaines personnes qui sont en région éloignée. Donc, tu n'as pas envie de te déplacer 6 fois 3 heures pour venir avoir des services. Peut-être que si on a des jeux qui sont adaptés pour toi en situation de région éloignée, ça pourrait être intéressant. Mais finalement, là, ça a été tellement un succès, la création des jeux virtuels, que on s'est rendu compte qu'on était capable de mieux répondre à des besoins de certains membres. Il y a des gens maintenant qui viennent chez nous, qui viennent chercher des services par rapport à leurs saines habitudes de vie, par rapport à leur participation sociale, mais qui viennent parce qu'ils savent qu'après, il y a des activités de réalité virtuelle. Donc, on s'est rendu compte qu'en ouvrant notre offre, en ayant de l'innovation, ben, on était capable d'interpeller des gens qui, au départ, voyaient ça vraiment comme une contrainte, dire, ah, ben, je le fais parce que mon médecin m'a dit que ça serait bon que je le fasse. Mais là, on est capable de répondre à ce besoin-là tout en comblant des intérêts d'une personne. Donc ça a été vraiment, on ne l'avait pas vu dès le départ. On l'a fait en recherche partenariale, puis ça a été vraiment un très grand succès et ça nous a permis d'aller chercher, de mieux desservir l'intérêt de nos gens. Donc, c'était vraiment un très beau un très beau projet de recherche qu'on on continue de faire vivre dans notre établissement. Donc, ça faisait le tour, en fait, là, pour mon témoignage sur la recherche participative et partenariale. Est-ce que vous aviez des questions? Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, j'en aurais peut-être une, Roxane, tu sais, quand tu parlais d'influencer la recherche, je trouvais ça vraiment intéressant de la façon dont tu apportais ça. Puis je pense que c'est un point vraiment important à soulever, tu sais, qu'un coup que le projet est créé, tu sais, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que toi, tu as été amené à donner ton avis sur certaines choses qui ont amené des décisions un petit peu différentes que ce que le chercheur pensait initialement. Tu peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Je trouve ça intéressant. Oui, ben en fait, je pense que ça, c'est super important. Puis le fait de travailler régulièrement ensemble dans des projets partenariats, ben, ça nous aide à bâtir une vision commune. Donc, je donne un exemple. Si, ben, souvent, nous, les gens qui vont participer dans les recherches partenariales vont venir dans nos milieux. Puis on va faire les activités tous ensemble où on côtoie nos gens, nos membres, puis eux-mêmes vont donner de la rétroaction sur ce qu'on a à tester. Puis quand, oui, c'est arrivé à plusieurs reprises, même qu'on parte avec une idée initiale. Puis même nous, on pensait que c'était la bonne. Finalement, en ayant plusieurs échanges avec nos membres, avec nos professionnels, on dire, ah non, ben non, ça, c'est pas vraiment ça qui répond à mes besoins. Ben, c'est pas de problème. Dans le fond, ce qu'on souhaite créer, c'est quelque chose qui va être viable, puis qui va vraiment permettre de répondre à notre besoin. Donc, c'est important d'avoir ces échanges franches-là, parce qu'on ne veut pas faire tout ce travail-là, puis à la fin, aller le mettre sur une tablette pour dire, ben ça ne me sert pas vraiment ou ça ne sert pas vraiment mes membres. Donc, c'est vraiment un investissement de temps. Et effectivement qu'avec le temps, ben, les gens avec qui on travaille beaucoup, on a été capable de les influencer ou ça devient une influence qui est mutuelle, puis on a même développé une vision commune de ce qu'on voulait. Fait que maintenant, même, il y a des projets de recherche comme hey, ça serait vraiment bon. On s'en parle, puis finalement, on avait la même vision, on avait la même idée. Donc, c'est riche à tout point de vue. Puis, un dernier détail que je veux ajouter là-dessus, c'est qu'à long terme, ça influence même la méthodologie de recherche. Donc là, je ne sais pas s'il y a des chercheurs parmi nous, mais dans nos premiers projets de recherche partenariale, c'est des choses que nous, on ne savait pas. OK? Puis là, ben, là, dans la méthodologie qui était choisie, ben, il y avait des entrevues comme de 3 heures. La personne devait se déplacer. C'était super contraignant. Puis là, ben, voyons donc, ça n'avait pas de sens de choisir ce genre de méthodologie-là pour arriver à nos résultats.
Donc, maintenant qu'on se connaît, on va dire, ah, ben, on va être capable de choisir une méthodologie qui nous permet d'avoir des résultats, une rigueur scientifique, mais qui est viable pour nos membres. Donc, le chercheur même vient bâtir ses connaissances des réalités de la personne en situation de handicap. Dire, ben, non, 3 heures, c'est trop long. La fatigabilité de mes membres ou des gens, ça ne fonctionnera pas. Fait que si je fais une grille d'analyse, un peu comme M. Carpentier suggérait, ben, il ne faut pas que ça soit une grille d'analyse de 3 heures parce que à la fin, ce que j'analyse, c'est plus, on n'est plus au bon endroit, on n'a pas le bon portrait pour être vraiment rigoureux. Donc ça, cette connaissance-là mutuelle, elle est très riche dans la recherche partenariale. Donc, autant du point de vue de l'organisme que du point de vue du chercheur. C'est vraiment pertinent tu sais, de voir cette collaboration-là des types de savoirs, hein. Je trouve que tu le nommes bien, de dire, ben, les chercheurs savent se mettre à l'écoute des organismes et les organismes aussi euh, se mettent à l'écoute des propositions des chercheurs. Puis c'est comme ça qu'on travaille en équipe. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y aurait une question qui aurait popé en bon français suite à cette discussion-là? Ça peut être dans le chat aussi si jamais vous aimez moins prendre le micro. Ou peut-être une réaction aussi, un commentaire sur, parce que là, Roxane, ça a l'air d'être une experte en innovation. Ça fait quand même quelques années que vous faites ça chez Adaptavie. Puis les gens, quand ils se sont inscrits, on leur a demandé à quel niveau vous vous sentez expert là, en recherche participative. Puis la moyenne là, sur 10 c'est 4,5. Donc les gens autour de l'écran, ils sont peut-être moins habitués là, avec la recherche participative. C'est pour ça qu'on faisait le webinaire. Fait que peut-être de nous partager, vous, vous trouvez dans quel, comme, qu'est-ce qui vous a marqué ou que les questions que vous avez par rapport à votre propre démarche en recherche participative. Oui, Catherine. Oui, bonjour. Ben, je peux réagir, mais j'ai une rencontre demain avec Nathalie, d'ailleurs, pour préciser un petit peu plus. Je pense que nous, notre besoin au recrutement pour la trisomie 21, ben, d'un, c'est d'avoir le soutien pour être jumelé à des chercheurs, mais c'est aussi justement de préciser cette question-là parce que nous, notre expertise, ben, c'est oui, on a plein de créativité, on a plein de projets mis en branle, on a quand même une bonne piste vers où on veut s'en aller pour le projet là, que je parlerai demain avec Nathalie, mais c'est vraiment d'aller nous aider à préciser tu sais, le besoin en lien avec la recherche, où est-ce qu'on en est, etc. Donc ça, c'est vraiment super là, de voir que tout ce processus-là, en fait, on peut être accompagné. Là, après, est-ce qu'on sera en mesure d'ici le 31 mars de vous faire notre proposition? Je ne suis pas certaine, le délai est très court, mais au moins, on saura qu'on pourra appliquer tu sais, prochainement, là, puis qu'on aura le soutien pour le faire, en fait. Donc, merci beaucoup. C'était super, super aidant là, comme rencontre. Ben, merci, Catherine. Merci. Ben, je peux continuer justement pour le prochain événement qu'on organise. C'est une activité de maillage, donc avec les organismes communautaires puis des gens de la recherche. On a une date, puis on n'a pas encore la thématique. Donc, la thématique, elle va venir des personnes intéressées à participer, peut-être vous. Donc, on va pouvoir vous donner le lien là, pour un sondage pour voir c'est quoi les thèmes récurrents, vos besoins prioritaires. Puis à partir de ça, on va organiser l'événement pour permettre d'avoir des maillages par thématique, puis vous laisser libre cours à la discussion pour voir si des projets peuvent émerger éventuellement. Fait que je vous partage le lien dans le chat pour voir si c'est un sondage éclair là, je pense qu'en 40 secondes, vous pouvez répondre pour nous partager les thématiques en lien avec les incapacités. Donc, on a 7-8 incapacités avec lesquelles on travaille à la Société inclusive. Puis, il y a toujours des thèmes d'inclusion, que ça peut être au niveau de l'éducation, l'accessibilité, l'hébergement, les services offerts. Donc, on va faire des liens entre les incapacités et les thèmes d'inclusion autour de vos besoins. Fait que voilà. Est-ce que vous avez des réactions là-dessus? Pensez-vous que ça peut vous servir, ces activités-là à haut niveau, là? C'est pour permettre les premiers contacts avec des gens de la recherche, puis peut-être essayer de dénoncer votre besoin, comment ça pourrait se formuler sous une forme de question, puis vous allez déjà avoir des gens du milieu de la recherche qui vont pouvoir réagir.
ça termine. Ben, je vous remercie beaucoup. Tu veux-tu le finir? T'avais-tu un mot de la fin, Nathalie? Ben, merci beaucoup à chacun, chacune. Euh, je vous invite vraiment à participer à cette activité-là dont parlait Jessica, là, si vous avez l'intérêt. Ça risque d'être très riche. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous écrire, à me demander des rencontres, là. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Puis, peut-être une autre information à ajouter. Euh, Si jamais vous avez des demandes de partage, ah, nous, on aimerait ça faire connaître un projet qu'on a fait. Est-ce que c'est possible de le diffuser par Société inclusive? La plupart du temps, la réponse est oui, fait que n'hésitez pas là, à l'envoyer par courriel à l'adresse générale ou à moi directement, là, ça va me faire plaisir. Donc, un grand merci. On va vous envoyer un petit sondage là, de satisfaction suite à cette rencontre-là qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Fait que ça va nous guider un petit peu là, sur euh, nous aligner pour un prochain événement de la sorte, sur des améliorations, des commentaires, des choses comme ça. Fait que vous devriez le recevoir là, dans pas très longtemps. Et l'enregistrement et on a-tu enregistré? Oui, c'est enregistré. Il va y avoir un enregistrement qui va être disponible aussi là, de la rencontre. Alors, Puis, merci. je Oui, Merci à prends une vous autres. seconde pour remercier Roxane aussi, qui a vraiment bien illustré avec des exemples concrets. Merci, Roxane. Ouais, merci à merci. vous autres. Répondu à plein de questions. Puis ça en a Oui, amené plein d'autres. ben, on a fait notre job, Stéphane. On va se revoir le 28 encore. Bien, Nous on autres, on aime ça. prépare pour l'automne, là. Ben, je pense que c'est sage, hein? Se laisser du temps, là, c'est toujours une belle façon, hein. Alors, Mm. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.